je vous propose, j'ai essayé de faire un peu vite pour qu'on puisse ouvrir, c'est un enjeu, je me suis dit, je me planterai si personne ne parle, donc ce soit super. Mais je peux comprendre que c'est un sujet délicat et réveiller, confronter les croyances qu'on a chacun, qui sont des croyances bien enracinées, sont toujours une forme de choc et de déséquilibre. Donc, si vous souhaitez réagir par rapport à deux questions, il ne s'agit pas de rentrer dans la polémique, parce que de toute façon, le sujet de la connaissance primordiale est polémiquante. Chacun peut avoir sa vérité. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est de tirer, comme on fabrique du vin, une quintessence des choses importantes qui peuvent exister, sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que nous portons cette mémoire-là. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se dire que l'on peut évoluer spirituellement sans aucune croyance, sans aucune religion, sans aucune idéologie. Juste évoluer spirituellement parce que c'est notre nature. Et que simple fait de croire nous enferme. Le micro. J'ai l'impression que si on ne trouve pas une voie, une ligne directrice, on ne fait pas de travail de façon progressive et continue. Et je pense que les traditions primordiales, il en existe encore. Je n'ai pas d'idées qui me viennent, par exemple la rose-croix d'or, l'alchimie, ce sont des traditions auxquelles on peut se rattacher pour suivre un chemin de travail profondeur en soi. Voilà. Non, je laisse peut-être d'autres intervenants, puis je te répondrai. N'oubliez pas les questions que vous avez envie de poser. Il ne s'agit pas de raconter votre vie, c'est juste pour qu'on puisse avoir cette chance encore, alors que nous sommes tous différents, de pouvoir parler d'un sujet aussi important. Alors David, formidable conférence, tout est dit. Il faut intégrer tout ce que tu dis. C'est l'automne. L'as-tu fait? Es-tu libéré? Alors c'est une grande question. Je suis en chemin, puisque la preuve c'est que j'en parle. Et je pense sincèrement que oui. Mon point fort, ça a été cette précocité de bien comprendre que nous avons une capacité de lire le soi dans toutes les formes. Donc, du moment que mon but c'est de voir le soi dans toutes les formes, forcément est inclus tout ce travail interne d'enlever toutes les formes internes d'illusion. Donc je suis en chemin. Et quand on travaille, comment on peut voir, comment ça se traduit? Comment on se rend compte par soi-même quand on a fait une évolution, que le travail se fait, et par rapport aux autres, à notre entourage, comment on peut se rendre compte que l'on progresse et qu'il y a un travail qui se fait, que si on n'est pas dans l'erreur. Voilà. Le simple fait, la chose qui est importante, c'est qu'en faisant ce travail de déhypnose, de défascination pour les formes, c'est de rester ancré. Il ne faut surtout pas partir. Il ne faut surtout pas partir intellectuellement et mentalement dans le cosmos. Oui. Parce que le plus important, c'est de pouvoir s'ancrer et de voir sa vie. Chaque chose dans laquelle on est enfermé comme émotion est un signe d'un travail à faire sur elle. Et que plus vous allez être au cœur de vos émotions, enfin en tout cas de les ressentir, de les accepter, parce qu'elles ne sont que des énergies, c'est tout. C'est nous qui les interprétons comme bonnes ou mauvaises. Ce ne sont que des énergies qui sont enfermées. Si vous touchez ça, si vous les libérez, en tout cas que vous les dénoyautez, en tout cas que vous les... C'est ce que j'appelle de vous reboussoler, en tout cas de créer une souplesse, une autonomie par rapport à ça, vous allez voir que ça va aussi créer des changements au niveau de votre relation aux autres. Parce que inconsciemment, vous allez bouger. Donc forcément, vous n'allez pas être avec les mêmes personnes. Forcément, vous n'allez pas être attiré par certaines personnes. Forcément, d'autres personnes vont venir et ne seront pas. Parce elles sentiront autre chose de ce que vous dégagez inconsciemment. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus, dans cet inconscient résiduel dont on parle, faire le ménage. Faire le ménage. Et plus vous allez nettoyer cet inconscient résiduel, plus l'autre inconscient va prendre sa place et vous mettre dans des situations pour évoluer.
est-ce que la méditation est simplement une manière d'avancer, de faire des choses, ou est-ce qu'on peut faire en dehors de ça? C'est ce que je dis, c'est-à-dire que trouvez vos outils et vos moyens, testez-les. La méditation, sans y mettre de forme, sans faire des mantras, etc., puisque ça, ce sont des croyances qui nous enferment. Voilà. Mais la méditation vide peut être intéressante, mais juste la prendre comme un outil qui vous permet d'évoluer, vous comprenez? Mais la méditation, mais vous pouvez faire une méditation active au sein de la nature, au sein des arbres, de comprendre l'invisible au sein du visible. En fait, c'est de trouver à chacun, vous avez vu, qu'est-ce qui me permettrait d'être plus ancré, qu'est-ce qui me permettrait de plus exprimer mes émotions. Ça devient de plus en plus insupportable de mettre les émotions de côté. Il faut que quelque part vous vous rendez compte de plus en plus que ça devient insupportable de vous dégrader intérieurement en mettant de côté une partie de votre passé. Cette partie du passé a envie d'exister. C'est qu'une énergie qui a envie d'exister. Il faut le voir comme une énergie qui vous traverse. En fait, c'est changer sa base cognitive. Enfin, c'est un gros travail parce qu'on se rend compte toutes les couches qu'il y a de choses que l'on a accumulées, engendrées entre les croyances, tout ce qui peut exister. Mais ça, c'est la vie. Oui. C'est la définition même de la vie, de se défasciner de toute forme. Pour se rendre compte qu'on n'a pas à subir son passé. Et accepter qu'on peut vivre autrement aussi. Oui, parce qu'on peut s'appuyer sur notre vie intérieure sans croyance, sans identification, sans réaction au passé. On n'a pas besoin du passé pour être, on n'a pas besoin du passé pour aimer, on n'a pas besoin du passé pour être ce qu'on est. Et ce système nous renforce de construire notre vie par rapport à rendre des comptes avec le passé, ce qui fait que c'est une carotte qui est toujours au bout du bateau. Oui, on est en compétition avec les autres, avec nous-mêmes, et c'est ce trop-plein d'émotions qui est bâti par la société consumériste qui donne la cause de toutes les pathologies aujourd'hui, c'est le stress. Le stress, c'est le trop-plein d'émotions contenues qu'on n'arrive pas à évacuer. Et la peur est la plus basse vibration qui existe. Comment vous gérez ça quand vous êtes aux antipodes avec les gens qui sont très proches de vous? Ça, c'est une grande question, parce que c'est le paradoxe de notre époque. Mais alors, la question, c'est de se dire comment être à la fois vrai et habile. Voilà. Être vrai et habile, c'est la grande question. Vrai et habile, c'est-à-dire que plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez sentir le degré de l'autre. Et plus vous allez finalement ne pas jouer sur l'action-réaction, mais de trouver une stratégie qui va lui permettre finalement de ne pas vous saisir. Parce que c'est aussi justement, la famille, c'est aussi le noyau et la racine en même temps. Enfin, si je peux prendre, c'est un peu en fait la sensation d'être en tenaille vis-à-vis de ce milieu-là, et justement d'être dans ce noyau et dans cette racine en même temps, qui peut engendrer peut-être de la confusion, en fait, sur... On est en plein dans la distorsion, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que la famille permettait de l'enfant. Rappelez-vous que sans traumatisme, l'enfant vit quand même des choses dans son corps, qui est la sortie du vagin de la mère, il est déjà étranglé, etc. Il veut qu'on lui rende des comptes à sa naissance, mais ça c'est inconscient. Et de plus, comme on a coupé la mémoire, il est amnésique. Donc il ne va pas dire à ses parents, je repars, ciao. Ah non, il est obligé d'aller de l'avant. Le problématique, c'est que dans un scénario d'un bon dharma de notre époque, de notre société, allant dans une autre ligne de temps, on va dire, l'enfant est accueilli, il est choyé, il est aimé, on lui apprend à quitter son monde pour aller vers le monde, parce que ce monde lui donne la sécurité, etc. Il va vers ce que j'appelle la civilisation, et il quitte sa mère, symboliquement. Bon. Mais dans notre société, qu'est-ce qui se passe? On est aimanté en tant qu'âme par les casseroles qu'on porte déjà, et ces casseroles résonnent avec les casseroles d'autres parents, de nos parents. Ce qui fait que, comme on coupe, on nous rend amnésiques. Donc tout ce qui est bon, on l'oublie, et on arrive avec les casseroles. Et on se remet dans un scénario dont on n'arrive pas à sortir. Parce que tout ça remonte au fameux Adam, là, que je vous ai parlé, qui est le premier être humain génétiquement modifié, après toute une histoire de génétique modifiée,
qui a fait que dans son programme, c'est marqué qu'il cultivera son passé et qu'il ne sortira pas de cette boucle parent-enfant et que ça va s'entretenir avec le temps. Ça fait partie du programme matriciel de nous enfermer. On n'arrive pas à sortir de ce truc-là. Comment on peut expliquer qu'à 70 ans, quelqu'un parle encore de sa mère à 90, comme si c'était un enfant? C'est incroyable. C'est au détail qu'on voit le ravage que fait ce que j'appelle la distorsion. C'est au quotidien que je vois à quel point nous sommes éloignés de notre nature, de ce qui est normal, un être humain normal, qui est en équilibre physique, émotionnel et mental, qui est le premier pas vers les degrés supérieurs d'évolution spirituelle. Si un ego n'est pas fini, n'est pas achevé, et qu'on porte en soi encore une partie enfant qui souffre et qui réclame la réparation avec ses parents, à un moment donné, cette empreinte-là va nous empêcher d'évoluer. Donc c'est important de faire un double travail à deux niveaux. Être vrai et habile dans ce monde, et à la fois d'avoir une détermination à deux niveaux aussi. Se donner la joie sans culpabilité, et surtout de faire un travail sur soi avec des outils, des moyens qui nous correspondent. Ça peut être l'art-thérapie, ça peut être l'expression dans l'ancrage, ça peut être le théâtre. Mais surtout, tout ça, il faut renforcer la vigilance. La vigilance. Parce que si on dit de vivre et de s'éloigner de toutes les formes, ça veut dire qu'on peut être vulnérable à toutes les images qu'on peut voir, à toutes les révélations de vérité qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que des soirées comme ce soir, les soirées d'automne, Ou les feuilletons. Les feuilletons, mais c'est bon signe. C'est bon signe. Parce que ça veut dire, c'est encore un grand mythe des sociétés traditionnelles. Le mythe qu'on ne meurt jamais. C'est-à-dire que le bourgeon qui meurt ne meurt pas. Et notre vie, c'est ça. C'est de travailler sur ce bourgeon-là à terme. Moi, je propose, parce que tout le monde ne se lève pas pour poser une question, donner la parole à Laurent, qui est le seul à avoir répondu à toutes les questions du questionnaire. Laurent, où es-tu? Est-ce qu'il est parti? Moi j'ai répondu aussi à toutes les questions. Ah oui? Tout. Oh. Ouais. Ah. Il est plus là. Hein? Ah, peut-être. Alors, on continue. Qui a une question? Pas toujours les mêmes. Normalement, vous avez 2 questions. Chacun. Mais c'est dur, hein. Mais c'est déjà bien que vous interveniez. C'est courageux à cette heure-ci. C'est vrai que l'heure n'aide pas. Oui, j'ai remarqué avec les feuilles. C'est tous des fiévreux du samedi soir, hein, ça se voit. Hein. Et c'est déjà bien que je trouve que les interventions des gens ont été de qualité, donc je vous remercie. C'est pas facile, je sais. J'aurais une question. Oui. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est que si vous pouviez approfondir sur ce tout à l'heure qui m'a interpellé, je trouve ça très intéressant. Si vous pouviez approfondir sur ce thème, vous disiez sortir de la dualité pour sortir de la matrice. Bon, plus près du micro, sinon on n'entend pas. Plus près du micro. Allô? Voilà. Oui, je suis là. Allô, Houston. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir sur cette phrase que vous avez dit tout à l'heure, qui est très intéressante, sortir de la dualité pour sortir de la matrice. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu? Alors, je vais répondre, mais vous pouvez aussi... on a fait plusieurs vidéos avec Marc sur ça. Et je vais vous répondre bien volontiers. En fait, peu de personnes comprennent cette idée de scénario d'origine et de distorsion et de double matrice. En fait, la dualité, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est comment une énergie unique ne se divise pas en deux. Une énergie unique est dans le A et dans le B. Eh bien, cette dualité-là, on le trouvait dans la chimie aussi, hein, comment transformer le plomb en or, c'est que nous vivons depuis des millions d'années dans cette dualité, mais dans le jeu d'origine, cette dualité nous permettait de comprendre nos opposés internes, c'est-à-dire la joie, la peine, ce qu'on a mis de côté, ce qu'on veut reproduire comme expérience agréable. Depuis tout petit, on est comme ça.
On ne veut surtout pas reproduire les sensations désagréables qu'on a eues, etc. Donc, quand je parle de la dualité, eh bien, la vie est un jeu dans la matière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment neutraliser en nous les extrêmes, on peut ressentir à ce moment-là un apaisement. Parce que le bonheur, la recherche de bonheur est une énergie. Mais cette même énergie est aussi dans l'évitement du malheur. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où nous ne vivons même pas le bonheur en entier. Nous vivons des bonheurs protégés, par peur qu'ils disparaissent. Donc le travail sur la dualité d'origine, c'était de bien comprendre que le fonctionnement de l'univers qui se traduisait par notre cerveau était une entière dualité. Et que nous sommes le microcosme du macrocosme. Et que dans notre travail individuel, ce travail-là faisait en sorte qu'on rejoignait le tout. Et la matrice, ce que j'appelle la distorsion, nous a coupé de cet élan-là, a usurpé cette capacité de sortir de l'entité pour la renforcer. On a fait croire aux gens que les gens pouvaient sortir de la dualité par des choses éphémères, par l'argent, le pouvoir, etc. Toutes les choses extérieures qui nous font croire qu'on peut rejoindre la complétude. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et quand je parle ensuite de double matrice, c'est qu'actuellement, non seulement la matrice est présente, mais elle est en train de créer une autre matrice à l'intérieur, renforcée par la génétique, renforcée par le transhumanisme, renforcée par tout ce qui est magie noire. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment la pièce de puzzle se joue. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre le jeu d'origine. Ce pourquoi vous êtes né. Vous êtes né avec votre passé individuel, votre mémoire ancienne. Vous ne pouvez pas l'éviter, et pourtant vous pouvez faire un travail alchimique dessus pour rejoindre le tout. Faire un travail sur quelque chose que l'on a oublié, c'est quand même difficile, parce qu'on a oublié, on descend, on a oublié notre mémoire, même si on ne peut pas aller les annales académiques. Non, c'est dans nos cellules. Vous ne l'avez pas oublié, puisque quelque part, tout ce qui vous, occulté, quoi. tout ce qui vous fait souffrir, c'est ça, c'est la mémoire. Vous ne pouvez pas l'oublier. Tout ce qui est douleur, vous ne pouvez pas l'oublier. Ou alors, c'est un déni. Mais elle est là, elle est présente, et elle transpire dans votre vie. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que faire un travail purement psychologique pour s'alléger, ça ne me motive pas. Ce qui est important, c'est que pourquoi chacun ferait un travail sur lui-même pour juste être mieux dans la société. Vous voyez ? Être plus ambitieux, avoir plus de pouvoir, gagner plus d'argent, être mieux au lit, enfin bref. Mais non, la question est fondamentale. C'est que vous faites ce travail pour vous libérer de toutes les formes sur lesquelles vous êtes fasciné, et vous faites ce travail pour retrouver une certaine joie de vivre, mais qui s'inscrit dans une éternité. Le boulot, c'est de sortir à votre mort. La mort de la mort veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de vous désidentifier de toutes les formes qu'on va vous montrer après la mort. Et c'est grâce à votre travail sur vous que vous allez nourrir vos cellules, vos particules cellulaires de vibration qui vont vous permettre de faire ce voyage. Et donc, vous voyez, le microcosme et le macrocosme, vous êtes une particule parfaite, une personne parfaite. Et grâce à votre passé, vous avez une matière pour vous appuyer dessus, pour comprendre comment la dualité vous emprisonne à l'intérieur de vous. Vous pensez qu'une personne libérée qui a fait ce travail pourrait revenir, par exemple, avec la réincarnation et c'est justement ce que... Non, Non, justement, non. Vous avez la capacité de décider, non, même pas. Pourquoi revenir ? De décider de rejoindre le tout, de rejoindre le néant, plus précisément. Le néant est un mécanisme qui nous fait croire à quelque chose de peur et de terrible. Il ne faut pas avoir peur du vide en soi. Le vide, c'est le plein. Et après, il se passe quoi? On ne peut pas comprendre au-delà de ce qu'on est. Voilà. La seule chose, c'est de tendre un doigt et de ressentir les choses. Il se passe quoi? C'est votre cerveau qui l'interprète comme ça. Mais une fois que vous êtes le soi, vous ne pouvez pas vous détacher, vous êtes le soi. Dans la béatitude.
Mais du coup, pourquoi ne pas aller vers la lumière, vous avez dit tout à l'heure? Pourquoi se méfier de la lumière? Non. Il y a lumière et lumière. En fait, on est programmé pour aller comme des papillons vers une lumière dans l'obscurité. Pour ça, dans le tunnel de lumière après la mort, beaucoup de témoignages de MDE, dont j'ai parlé dans plusieurs interviews que j'avais faites avec Wayne Bush, etc. Beaucoup de gens sont trompés de l'autre côté avec des images de parents, de membres de leur famille, de gens encore vivants pour les faire revenir à tout prix. À tout prix. Et donc, c'est une fausse lumière, une technologie artificielle de lumière qui nous renvoie dans cette prison. En fait, qui manipule la perception. Et ce qui fait que quelqu'un qui meurt avec des croyances va fabriquer, puisque la mort le mental, le corps meurt, mais le mental subtil continue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le mental subtil, avec ses croyances, va fabriquer lui-même, à l'aide d'un programme, va créer ses conditions pour rester coincé dans ce que j'appelle le disque vinyle. Voilà. Donc ce disque vinyle, c'est comme un sillon de plus en plus profond qui fait qu'on ne voit plus autre chose qu'une lumière qui apparaît dans ce trou. Il y a des questions là qui sont suggérées, notamment. Près du micro, t'entends pas. Pouvez-vous imaginer une planète sans argent, avec de l'énergie libre et une conscience universelle? On n'a pas entendu. Près du micro. Pouvez-vous imaginer une planète sans argent, avec de l'énergie libre et une conscience universelle? Alors, c'est une question qu'on te pose ou que je te pose. Ah, alors moi oui, tout à fait, je peux tout à fait imaginer. Pour moi, c'est vers ça qu'on devrait, qu'on serait susceptible d'aller en tout cas. Mais tout existe. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'une solution comme ça existe. La complication, c'est le mot. J'hésite de dire créateur, etc. Ou comme on est responsable de notre planète, etc. Parce que ça, encore, il faut se méfier de tout ça. Mais par contre, ce qui est important, et ça c'est ma conception, elle est peut-être fausse, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est que cette dimension sphérique, tout est partout à la fois. Toutes les lignes de temps s'entrechoquent. Donc forcément, il existe une ligne de temps qui est comme ça, mais il existe une ligne de temps où c'est pire. Donc, c'est notre capacité de changement de conscience qui va faire que, peut-être, je dis peut-être, notre âme ira peut-être dans une autre ligne de temps pour continuer son parcours. Mais cette Terre est une planète prison, elle est devenue une planète prison. C'est un programme aussi de croire qu'on peut changer les choses. Depuis des années, on tente de changer les choses sur cette planète. Je ne veux pas dire qu'il ne faut rien faire, il faut être vrai et habile. Il faut faire des choses. La première chose, c'est de s'aimer soi et de s'occuper de soi sans égoïsme. La deuxième chose, c'est qu'avec notre changement de conscience, on va amener à changer les choses autour de soi avec des missions, avec d'autres personnes qui poussent à l'ouverture et à rassemblement, etc. En enlevant tout ce qui est parasitage, etc. Et ce que je veux dire, ce qui est important là-dedans, c'est que juste faire ce qui doit être fait, mais le plus important, c'est que de toute façon, votre vie est très courte par rapport à ce rouleau compresseur qu'on appelle le plan de l'Archonte. Le plan de l'Archonte existe depuis des millions d'années. Notre vie, qui a été réduite cellulairement d'ailleurs, est de 70, 80, 90, voire 100. Mais qu'est-ce que c'est? Combien de gens se sont épuisés à vouloir changer les choses et qui, à 60 ans, ont quitté tout ça et qui sont renouvelés par d'autres gens? Et tout ça, c'est pour créer ce que j'appelle dans le système cybernétique où on est un équilibre. Donc attention, jusqu'où vous donnez votre énergie, jusqu'où vous donnez vos intentions. C'est ça qui est important, parce que dès que vous voulez sauver la planète, il y a quelque chose en vous qui fait que je vais me trouver à l'extérieur. Je vais trouver la satisfaction que je veux tant à l'extérieur. C'est une distraction en fait. Ce qui est important, c'est vraiment de tester pendant 6 mois. Je pense à moi. Je pense à moi, mais sans égoïsme. Je pense à moi.
je vais voir ce que ça donne. Une fois que j'aurai changé dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Oui, mais je pense. Donc en fait, tout à l'heure, dans le documentaire sur les francs-maçons, on a vu qu'ils étaient des fusibles remplaçables. Nous, comment faire pour éviter d'être des piles recyclables? C'est le but de la vie, en fait. Bah, c'est tout l'enjeu de ce pourquoi on est là, ici, ce soir. C'est que, justement, tout ce travail interne, c'est pour éviter d'être d'une pile recyclable, même dans le monde subtil. Parce que n'oubliez pas que la distorsion est allée jusqu'au bout. Elle a créé un paradis artificiel. Donc, comment, quelque part en soi, il faut arriver à faire ce travail de triangulaire qui est reconstituer la réalité la plus grossière possible? Comment trouver vos outils et vos moyens pour vous défasciner de vos actions-réactions internes, de votre machine à réagir, de vos différents personnages en vous qui s'entrechoquent? C'est d'arriver à créer un ego en santé, j'appelle ça. C'est-à-dire de structurer votre ego, votre mental. Votre mental est votre pire ennemi si vous ne remettez pas les choses en place. Votre mental peut être votre pire ennemi et votre meilleur ami. Votre mental est là pour vous aider à progresser dans la dualité, mais il est devenu un monstre. Il est devenu un monstre à notre époque. Il est devenu un monstre parce que la façon de penser, notre façon de penser est un vrai délire. Et nous perdons pied avec l'ancrage. Nous perdons pied avec le soi profond. Donc il y a tout ce travail à faire en vous, qui est à la fois d'être vrai et habile dans le monde où vous êtes, dans ce monde-là, mais aussi de faire un travail interne avec les outils et les moyens que vous testez pendant quelques mois, pour voir si dans les 6 prochains mois, quelque chose s'est passé en vous. Et s'il ne se passe rien, vous trouvez d'autres outils. Voilà. Mais faites le test de ne pas vous enfermer dans des systèmes de croyances, dans des systèmes de religion, dans des systèmes. Faites juste le test de vous dire « je teste le vide ». Et vous allez voir que finalement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous le pensez. Les croyances sont là pour vous enfermer dans un niveau énergétique qui nourrit la matrice. Il faut aussi arriver à déjouer la manipulation de l'issue de la matrice. De quoi? Il faut arriver à déjouer les manipulations. Mais plus, comme des soirées, mais plus vous allez être lucide, vigilante, et votre capacité à vous protéger vous-même aussi, plus vous allez avoir une lecture, voilà, et vous allez sûrement petit à petit vous dire non, je vais éviter cette rencontre-là, cet endroit-là. Si vous êtes capable de changer de travail, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, trouver des stratégies pour vous protéger davantage. Voilà. Choisissez des gens qui vous élèvent plutôt que des prédateurs, des parasites. Et si vous avez des parasites sur lesquels vous êtes obligé de vivre, à ce moment-là, c'est par votre travail interne, intégrer par exemple la communication non violente, enfin des outils, il y en a plein. Voilà. La communication non violente est très bien pour être vrai et habile dans cette société. Elle est très bien, l'intelligence émotionnelle est très bien. La capacité aussi de changer votre façon de voir les choses. Si vous êtes trop rationnel, faites de la créativité pour un peu déboussoler les choses. Si vous êtes trop créatif, faites des choses qui vous ancrent dans la terre pour changer des choses en vous et de vous rendre compte que vous avez le pouvoir. Et le travail avec l'hypnose? Le travail sur l'hypnose, c'est qu'une petite partie du travail. L'hypnose permet finalement de passer le mental, la barrière du mental, quand celui-ci marche trop. Et le vide est entre les pensées. Le vide est entre les pensées. Donc une fois que, quelque part, c'est comme la publicité, en fait. La publicité imprime le subconscient. Donc l'hypnose est un moyen d'endormir le mental, et avec bienveillance, on ancre dans votre approche du soi profond, dans votre subconscient, une façon de reprendre les choses en main, d'une façon naturelle, comme un jardinier qui planterait des graines qui vont petit à petit pousser en vous. Mais c'est un outil comme un autre. Il y a toutes sortes d'outils. Un outil pour se déshypnotiser, parce toute la société est sous hypnose. Oui, et ça c'est le grand mot. Oui. C'est vraiment le maître mot, ça, l'hypnose. Voilà. C'est le maître? Le maître mot. Pour changer de travail, n'oubliez pas de traverser la rue. Ou de traverser la roue. La roue. La roue de l'évolution.
Quand quelqu'un est trop négatif, quand quelqu'un dans la matière est trop négatif, j'ai remarqué que quand on monte en vibration et qu'on passe par la télépathie et qu'on communique avec l'âme de l'autre, on arrive à calmer le jeu. Ah, ça, c'est l'outil que tu as trouvé qui fonctionne. Ouais. Après, en fait, ce serait faux de vous dire que les choses sont simples. C'est un vrai défi. Ouais. Le vrai défi, c'est comment arriver à mieux vivre, apaiser intérieurement, à quitter son passé qui nous empoisonne, donc mieux vivre. Et c'est aussi prendre conscience que l'affaire de la vie, c'est de préparer sa mort. Mais attention, c'est pas d'accélérer sa mort, je vais dire, mais c'est de faire en sorte que la vie, chaque instant est une mort. Chaque instant de notre vie, chaque choix qu'on fait est une mort de quelque chose. C'est d'être à l'aise avec ça, d'intégrer complètement cette notion de finitude, parce qu'en fait, c'est notre mental qui fonctionne. Notre mental, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, c'est notre mental qui fabrique des séquences. Vous voyez ? Des séquences, parce que la dualité, c'est quelque chose de A qui pense qu'il a une moitié à récupérer, et donc il bouge dans l'espace. Donc le temps se construit comme ça. Le mental avance et crée le temps. Si de plus en plus vous pouvez comprendre que le temps n'existe pas, et donc que la mort est une mort du corps organique, mais en tout cas, quelque chose en vous ne peut pas être atteint par ça. Et c'est ça qu'il faut nourrir. Et c'est un défi énorme à notre époque. Et on peut passer des années et des années et des années à courir après l'alchimie, à travailler sur la Kabbale, à travailler sur l'énergie, l'antigravité, c'est super. Et nous, dans tout ça, est-ce qu'on s'oublie ? Notre meilleur outil quantique, c'est nous. Moi, je pense qu'il faut tout lâcher et puis revenir à la simplicité. Oui, je pense qu'on se pose trop de questions, on s'encombre de trucs. Moi, je pense qu'il faut un peu tout lâcher, tout ce qu'on nous apprend, tout ça. Lâcher tout. Et puis revenir à la simplicité d'une vie. Mais c'est pas évident de parler de simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité ? C'est lâcher toute la matière, quoi. Moi, je vais expliquer. Revenir à la nature, ne pas s'encombrer d'objets, des choses comme ça, lâcher tout ça. Oui, ça fait partie des choses cohérentes à faire, évidemment. C'est prendre conscience qu'on n'a pas besoin de tant d'objets. On n'a pas besoin... Voilà. Et ça, c'est une chose très concrète que chacun peut faire. J'ai une question qui me vient concernant justement la place de l'ego, parce que j'observe énormément qu'en fait il y a beaucoup de, je vais dire, de puissance négative qui est accordée au mental. Dans ce que j'observe. Et là, ce qui me vient, c'est, je voudrais savoir d'où ça vient en fait. Accorder autant de puissance négative déjà dans le fait de se consacrer à ça, au mental, parce que ça m'interroge. Je crois que ça m'interroge et ça me déstabilise en même temps, quoi. Parce que Quand tu parles de... C'est le travail que l'on fait sur soi qui est mal vu, c'est ça que tu veux dire ? Je sais pas, c'est comme si en fait l'aspect du mental était jugé. Automatiquement. C'est très subtil parce qu'en fait on a ce qu'on appelle l'ego en tant que l'ego cosmique qui crée finalement le cosmos dans une vision linéaire, on va dire, qui crée la dualité entre A et B pour provoquer le mouvement du cosmos. Et puis on a chacun, un individu, son mental. Voilà. Et en fait, si j'ai bien compris ce que tu dis, moi je pense, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de négatif par rapport au fait de travailler sur son mental. Par contre, il faut faire attention actuellement à la récupération qui est faite par la pleine conscience, etc., ou même le travail sur soi,
il faut faire très attention à tous ces ateliers qui sont proposés, parce que quelque part, les gens n'ont pas la vision d'aller au-delà de ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je crois que quelque part, tu es prisonnier de ton propre mental parce qu'il te fait croire que c'est mal noté. Donc c'est une croyance. C'est une croyance qui est coincée en toi. Et donc, quelque part, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter, rencontrer des gens qui ne sont pas des manipulateurs, mais ça, on finit par le sentir, ou des prédateurs, mais de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans une sincérité à l'intérieur de soi, parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Oui. On ne peut pas évoluer seul parce que son mental finit par se construire un scénario. On commence à se construire son scénario et on finit par se replier sur soi. Donc, notre époque est dans un enjeu à multiples niveaux. Et c'est à la fois fascinant, épuisant, et en même temps, on sent bien que nous sommes dans un état transitoire actuellement. Un état transitoire d'un rouleau compresseur qui de toute façon va continuer sa route. À notre mort, il continuera sa route. Et donc nous là-dedans, est-ce qu'on n'est qu'un brin de paille, un fétu de paille, qui à un moment va s'illuminer, et puis c'est tout? Ça va bien au-delà. La libération de chacun correspond à un grand mouvement de conscientisation, de sortie d'une boucle cosmique. C'est en fait de permettre à une autre boucle de se construire dans le cosmos, vous voyez, puisque tout est boucle, tout est dans le cycle. Donc la question, c'est que plus vous allez travailler sur votre mental, mais avec parcimonie, voilà. La simple fait, c'est au quotidien. Quelles sont les habitudes qui vous enferment? Quels sont les préjugements que vous avez? Quelles sont les choses que vous souhaitez faire que vous n'osez pas? Quelles sont les choses que vous voulez dire que vous n'osez pas? À quel niveau la conscience en vous est enfermée? À quel niveau votre peur? À quel niveau est identifiée votre peur? À quel niveau vous aimez? À quel niveau vous n'aimez pas? De voir un peu d'où partent ces fonctionnements-là. Mais vous, là-dedans, vous avez un droit de regard. C'est-à-dire, c'est de créer une autonomie à toutes ces réactions et de vous dire, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide? Parce que le mental ne peut pas ne pas souffrir, il ne peut pas imaginer qu'il va mourir. Le mental va vous fabriquer toujours le scénario répétitif lié aux mémoires. La mémoire qui est cumulée dans votre âme depuis des millions d'années. Et en fait, à chaque fois qu'un scénario extérieur va créer une répétition, une réaction liée à une mémoire, vous allez vous diriger, vous n'allez pas être libre. Par contre, si vous vous dites qu'à chaque fois, je sais où je vais aller, je me connais, si on appuie sur moi, je vais dire pauvre con, ça je le sais. Vous voyez? Par contre, si vous vous dites, je pourrais dire pauvre con, et je pourrais dire autre chose, là commence la liberté. Voilà. C'est là le début de l'autonomie. Et on dit bien que la liberté, c'est pas se désidentifier de ce premier état, c'est d'avoir 3 choix possibles dans votre vie. C'est de vous dire, je sais où je pourrais aller si je ne me réveille pas. Je sais ce que je pourrais faire si je décide de me réveiller. Je pourrais choisir autre chose et le tester. Et le 3e choix, c'est que je peux aller là parce que je l'ai décidé. Ouais. Je peux poser une petite question par rapport au questionnaire, parce que c'est vrai que ça m'a assez interpellée, et ça va rebondir sur ce que vous disiez par rapport à c'est ce que je décide qui compte. La notion de responsabilité, d'assumer la responsabilité de ce qu'on a été, sachant que vous parliez de l'ADN, de notre ADN à partir de cet Adam qui a été donc modifié, voilà, pour nous maintenir dans cette culture du passé, de nos blessures, etc. J'inclus dedans aussi le karma, la répétition de nos erreurs. Est-ce que cette responsabilité, d'une part, est-ce qu'elle a une limite dans la mesure où justement cet ADN a été bridé? Est-ce qu'on est vraiment responsable de nos erreurs? Et la deuxième chose, c'est, j'en ai même 3, est-ce que la deuxième chose, ce serait qu'au final, prendre le package en entier, assumer pour pouvoir se libérer? Est-ce que assumer l'entière responsabilité, c'est se libérer, ne pas chercher toujours les ennemis à l'extérieur, dépasser cet ADN qui a été bridé? Et la troisième chose, est-ce que au final, la responsabilité,
c'est pas tout simplement un concept qu'on doit dépasser parce que c'est le mental qui nous pose un petit peu en entretenant cette dualité. Je ne sais pas si... Disons que vous avez répondu la troisième, vous avez répondu. mais ce que vous dites est important parce que cette notion de responsabilité, encore une croyance qui nous ingère, vous êtes responsable de la pollution, vous êtes responsable, vous voyez, comme je l'ai martelé. En fait, non. Il faut voir. Ok, je vois des choses en moi, des énergies qui sans doute ne m'appartiennent pas, ou qui m'appartiennent parce que vous décidez ça m'appartient, mais c'est pas pour ça que c'est une fatalité. Ok, voilà. De toute façon, le mental justifiera toujours des problématiques de l'enfance liées aux parents. Quand on est fils unique, on a des problématiques de fils unique. Quand on a frère et sœur, on est la cadette, donc les autres grands sœurs nous emmerdent toute la vie. Quand on n'a pas de parents, on les cherche toute sa vie. Et, quand on n'a pas de père, on est dans la réparation. Bref, tout est justifié pour le mental pour se dire « je suis le plus malheureux de la Terre ». Vous voyez ? Donc accepter, le terme n'est pas bon, c'est je vois ma mécanique interne. Je sais que c'est difficile, je le vois tous les jours, je le vois pour moi-même. J'appelle ça, moi j'ai créé un qui s'appelle l'empreinte de naissance, c'est-à-dire cette empreinte-là, génétique, donc je vous parlais, génétique familiale, c'est comme un seau qu'on met sur une vache qui s'intègre dans la peau, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il faut être clair là-dessus, ce verrouillage dont on parle est aussi fort que ça. Donc, vous voyez toute la force, l'engagement qu'il faut entreprendre, mais en même temps, c'est la seule voie possible pour se dégager de ça. Donc, en effet, le terme d'acceptation n'est pas... C'est pas acceptation, c'est voir. Je vois. Voir, c'est pas accepter, c'est juste voir. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Voilà. Parce que dès que vous jugez une énergie qui est en vous, qui est refoulée, vous l'interprétez en bien ou en mal. Et du coup, vous lui coupez le contact avec elle. Voilà. Une énergie, c'est comme un enfant qui a besoin de s'exprimer. Une énergie est séparée du cosmos, du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une énergie qui est mise de côté va vous faire souffrir. Parce que ce n'est pas dans la loi de la grande vie d'écarter des énergies qui sont capables de rejoindre l'unité. Donc, chaque émotion qu'on met de côté est une souffrance parce que c'est comme une partie du tout qui est mise de côté. J'ai une question. J'ai une question de la question. Je pars de la question se libérer de la matrice, est-ce avant tout préparer sa mort. J'entends parfaitement, je suis tout à fait d'accord avec la fausse lumière, le tunnel, etc. J'en reviens pas là-dessus. Mais la question que je veux poser, en fait, c'est pourquoi attendre la mort en fait. Pourquoi attendre la mort? C'est-à-dire que tout ce travail qu'on fait, d'identification de l'énergie, de se libérer, etc., transforme notre réalité, transforme notre ADN, donc on voir les choses différemment. Et la question que je me pose, c'est, bien entendu, certains arriveront à la mort, et c'est très important d'être conscient au moment de la mort, pour ne pas se faire happer dans une sphère et pas se retrouver encore dans le cycle d'évolution. Mais, et si de notre vivant, en fait, si de notre vivant on atteignait suffisamment de conscience ou de libération intérieure, en fait, pour que l'ADN transmute, il se passe quoi en fait, on meurt peut-être dans la matrice ou pas, ou je sais pas, mais... vous soulevez tu soulèves un point important qui fait qu'il y a deux libérations. En fait, il y a la libération à l'approche de notre mort et la libération avant la mort. C'est-à-dire que, mais ça je n'en parle pas, c'est une mission quasi impossible à notre époque. C'est ça que je veux dire. Par contre, il est vrai qu'il y a sûrement eu, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, si on intègre tous les outils, tous les moyens de connaissance, si on est dans la discipline, et en même temps qu'on sait apprécier la vie, si on sait s'ancrer, si on change ses habitudes alimentaires, etc., il y a de fortes chances que quelque part, il se passe ce qu'on appelle une forme de libération, qu'on appelle renaissance d'ailleurs. C'est-à-dire que la vraie naissance, il faut savoir que dans la tradition primordiale,
c'est que la vraie naissance n'était pas la vraie naissance. La naissance physique n'est pas la vraie naissance. La vraie naissance, c'est celle qui va arriver un jour parce que vous allez vous accoucher de vous-même. Voilà. Ça, c'est la vraie naissance. Voilà. C'est bien que tu aies posé la question, c'est important de le dire, ça, si ça enregistre. Je comprends. Donc, c'est la vraie naissance. En fait, que... il faut pas. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut vivre comme si on vivait l'éternité et vivre comme si on allait mourir demain. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces deux conceptions. C'est-à-dire que, voilà, on vit pour l'éternité et en même temps on sait que peut-être que tout à l'heure une voiture va passer, etc. Je dis pas ça, mais c'est important. On n'est pas pressé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut intégrer la mort, non pas comme un ennemi, ça fait partie de la vie. Tout dans la nature est mort et renaissance. Et pourquoi nous, on l'a écarté de ça? C'est parce que la matrice veut transformer cette mort comme un ennemi public numéro 1. Et veut nous pousser à aller vers le transhumanisme pour nous faire croire que l'immortalité passera par des béquilles en forme de cheville. Ça, c'est une fausse immortalité. C'est une fausse immortalité. On a fait une vidéo avec Marc là-dessus. La connaissance primordiale, il y a... Autant de la Renaissance, n'empêche. La connaissance primordiale, il y a une vie dans cette matière en ayant atteint l'unité ou c'est forcément sans la matière. C'est ça qui est derrière ma question. J'ai pas là. Dans cette connaissance primordiale, est-ce qu'il y a une vie dans la matière en atteignant l'unité ou est-ce que c'est forcément une vie sans matière en fait, quand on a l'unité de ton point de vue? En fait, là, c'est une conception de ton mental qui pense ça. Mais en fait, on peut vivre dans la matière en conscience. On peut vivre dans la matière en conscience. C'est-à-dire que le rapport à la matière, ça c'est une conception du mental, que la matière est faite pour nous enfermer. La matière, c'est qu'une vibration. On dit que la matière, c'est de la lumière congelée. Voilà. La matière, c'est nous qui la faisons voir comme solide. Et on dit souvent que la pensée, c'est de la matière subtile et que la matière, c'est de la pensée grossière. Donc la matière est très liée à notre capacité de conscience. Si quelque part, ce que j'appelle, on laisse tomber les voiles, notre rapport à la matière, qui est toujours présente, sera différente. On sera en profonde connexion avec ce que j'appelle la mémoire intelligence, qui est au cœur de la matière, avec notre propre libération interne. Je ne veux pas aller plus loin parce que je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai juste un ressenti, comme le flair d'un chien. Voilà. C'est ce qu'ont vécu certains alchimistes. Mais il y a des gens sur cette planète qui ne font pas de bruit et qui... moi j'ai rencontré dans ma vie les gens les plus passionnants, c'était des gens les plus simples. Alors je dis pas que l'intellect peut fausser beaucoup de choses. J'ai toujours vu que les gens les plus libérés étaient des gens ancrés. Voilà. Et qui avaient un rapport à l'invisible simple. Voilà. Et qui vivaient la connaissance, qui étaient la connaissance. Mais il y a une différence entre penser et vivre. Il y a une différence entre penser la spiritualité et vivre. Et la spiritualité est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ce que je veux dire que moi je prends l'étymologie qui est élévation de son mental. L'élévation de son mental a but de le dépasser et de se rendre compte qu'on peut vivre sans mental. On peut vivre sans mental. Oui, c'est-à-dire que c'est ça la libération. C'est-à-dire que quelque part, oui, là tu réfléchis avec ton mental, donc forcément il se dit, oh putain, qu'est-ce qu'il me dit là? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais notre mental est... Oui, notre mental est notre meilleur ami et notre pire ennemi. Voilà. Il faut savoir qu'à un moment, quand on lui met les vérités en face au mental et qu'on le met en unité, à un moment, il va accepter, il va dire ok. Parce que le mental, il n'est qu'un outil. Oui, mais voilà. Quand c'est un ami, il existe quand même. Oui, mais quelque part, il n'est qu'un voile. Il n'est qu'une illusion fabriquée par le cosmos pour nous faire vivre la dualité. Ok. Bien. D'autres interventions? Et c'était un débat intéressant, je vous remercie. On n'a pas envie d'arrêter. Moi j'ai une question. Alors selon toi, quel choix avons-nous
après la mort physique. Ah, ça, tu me tends un piège parce que c'était justement la future vidéo qu'on voulait faire avec Marc, justement sur notre expérience. En fait, moi je pars juste de ce que je sais, de ce que je vis, etc. La seule chose que je sais, c'est que si on vit, on meurt sans avoir été un minimum éveillé. C'est-à-dire qu'il y a trois êtres humains sur cette planète. Les endormis, ceux qui s'éveillent mais qui sont coincés dans un voile matriciel à travers des croyances, enfin le commandant Ashtar et tout ça. Ou le troisième point, où c'est les gens qui ont une capacité à trouver un apaisement, qui sont centrés dans leur soi profond, et qui ont fait un travail de décroyance, de déprogrammation, etc. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut mieux aller vers cette direction-là, qui est la déprogrammation, travailler centré sur soi. Il est clair que tout est énergie et conscience. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à notre mort, notre corps va se désintégrer, mais les particules cellulaires vont partir. Les particules cellulaires, c'est là, si elles ne sont pas assez élevées vibratoirement, parce qu'elles bloquent, finalement, ce sont des petites prisons qui coincent notre niveau de croyance. Il est clair que si, je te réponds, si on ne fait pas au moins ce travail-là, on n'a aucune chance. La seule chose que je sais, Marc, c'est que des fois j'imagine, moi je fais un travail des fois où j'imagine que je meurs. Et je sais que pour l'instant, je ne passe pas. Je ne passe pas parce que je sais qu'il y a des croyances encore en moi, etc. Mais au moins, je sais sur quoi je dois travailler. Je ne pense pas à ma libération, en fait, parce que c'est encore le mental qui pense à ça. Si on dit « je veux me libérer », c'est le mental qui veut se libérer. Il ne faut penser à rien. Il faut juste dire que c'est normal, que notre vocation d'être humain, c'est de vivre dans une évolution sans fin et d'y trouver la joie, parce que cette évolution sans fin est contraire au mental qui veut des objectifs. Une évolution sans fin à l'infini. Donc faire en sorte de faire notre possible pour justement travailler sur la déprogrammation, la décroyance, l'ancrage, et puis de savoir que chacun, comme toi, tu sais très bien les points à travailler. Donc tu sais très bien que si tu ne les travailles pas, tu risques de les avoir en pleine gueule à ta mort. Voilà. Donc c'est important de sentir ça, et c'est surtout prendre conscience que ce que je vous ai dit tout à l'heure parmi les chutes des feuilles, en fait, il ne faut pas les chutes des feuilles. Mais ce qui est important, c'est de penser à enlever ce qu'il y a en trop en vous. Voilà. Et de chercher, et de faire une enquête sur vous-même. Vous faites une enquête sur vous-même, c'est-à-dire que vous prenez en flagrant délit de mensonge votre mental. Voilà. Vous prenez en flagrant délit, là je t'ai vu, là. Là, je t'ai vu, tu es en train de m'enfumer. Voilà, parce que c'est spécialiste dans l'enfumage. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vigilant, il y a le soufflet qui recommence, et bientôt la vie va être une vallée de larmes. En fait, certes, il y a des douleurs dans la vie, mais votre mental va fabriquer des souffrances en plus dessus. Certes, la vie n'est pas facile, mais vous savez quelque part que si vous enlevez ce qu'il y a en trop en vous, vous allez découvrir petit à petit, finalement, quelque chose que vous ne devez pas chercher à l'extérieur. C'est votre propre perfection. Cette perfection-là, elle est liée directement à l'origine même de l'univers, qui est le soi profond. Comme disent les hindous, en tout cas ce que j'ai pu extraire, c'est que l'atman de l'univers est votre brahman intérieur. Donc là-dessus, la matrice, si on atteint cette connexion-là, elle n'a aucune prise, puisque le soi englobe tout. La distorsion, c'est une forme d'illusion, un décor de théâtre qui nous prend et qui nous fait croire que le décor de théâtre où on est quelque chose d'une fatalité, qu'on doit vivre comme ça. C'est faux. Prendre conscience petit à petit des voiles qui tombent, c'est de prendre conscience, c'est de rejoindre finalement une connexion éternelle avec une humanité qui existe dans une autre ligne de temps, mais une humanité lointaine dans cette ligne de temps aussi, qui a été en profonde connexion avec le tout, avec une société où les gens pouvaient échanger sans parler, où les gens étaient en lien avec la nature d'une façon télépathique. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais si on l'imagine, c'est que ça existe. Pourquoi l'imaginer? Ça existe.
puisque dans notre tête, on peut l'imaginer. J'avais une question. Donc si on meurt prématurément, là, on disparaît dans les jours qui viennent, on n'a pas le temps de faire ce travail, mais on sait qu'il ne faut pas aller vers la lumière. La seule chose, voilà, déjà cette soirée est très bien puisque voilà. Non, mais la question importante, c'est que arriver à se dire que, à pouvoir garder juste cette phrase en tête, je veux aller vers le néant. Je veux aller vers le néant. Le néant. J'avais parlé avec Marc d'un jardin au Japon, le Daijokuri, je crois, que j'avais visité, qui est très bien. Ça, c'est encore un peu le legs des traditions primordiales. Au début de ce jardin, on voit beaucoup de rochers monstrueux, etc. Et plus on avance dans le jardin, plus ça s'épure. Voilà. Jusqu'à temps qu'il y ait une mer de sable. Voilà, ça c'est la vie. C'est-à-dire ne plus avoir cette envie de s'attacher aux formes. Voilà. C'est inimaginable de penser que nous sommes conscience et que quelque part, il suffit que, parce qu'on est chrétien, un homme à la barbe blanche nous dit « Rejoins l'auteur ». Mais c'est imaginable de se dire « Ah bon, alors, d'accord ». Et puis on revient des tout le super-ego, parce qu'on se dit « Je vais sauver tout le monde ». Alors, je caricature à peine, mais c'est pareil, quand on voit les témoignages, on voit des gens qui, selon leurs croyances, trouvent... Et c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de sa famille que c'est forcément lui. Oui. Forcément, c'est une manipulation. Donc, on est conscience. Vous comprenez pourquoi souffrir pour évoluer? On est conscience. Donc, si vous gardez en tête le fait juste « je veux rejoindre le néant », voilà. Alors évidemment, il faudra qu'on avance avec Marc là-dessus, mais juste cette simple phrase, voilà, ne pas s'attacher à rien. Parce que dès que la lumière apparaît, hop, vous êtes absorbé par vos particules, et toutes vos mémoires anciennes, ça y est, sont absorbées. Donc il suffit de mettre un interstice « je veux rejoindre le néant ». Voilà. Ça suffit pour déprogrammer. Le néant, c'est fermer les yeux. La source. Fermer les yeux. La source. Le néant, c'est une programmation qui fait... Parce que l'enfant, c'est normal, on parle du vide ontologique, parce qu'on lui a coupé ses souvenirs, enfin, en tout cas, les meilleurs, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ce vide ontologique va nous suivre toute la vie. On a peur du vide. Et notre mécanique, c'est qu'on veut remplir sa vie, donner du sens, etc. On la remplit. C'est dans l'ordre des choses, mais à un moment, il faut voir de travailler sur ce vide, de se dire « Putain, je suis dans un train, là, je descends. Je décide de... Là, j'avais prévu ça aujourd'hui, ben non. Hop, je m'arrête à la gare, je m'assois. Voilà. Et je me pose 5 minutes. Je n'ai pas besoin de me mettre en situation de yoga ou de Bouddha, je m'assois juste. Et je laisse le vide m'apprivoiser. C'est ce vide-là qui est la source de toutes les connaissances. C'est ce vide-là qui vous donnera les réponses. C'est l'apprivoisement de ce vide qui fera que vous êtes en connexion profonde avec ce qui est à la fois hors de vous, en vous, et ce qui vous attend, et ce qui est dans notre origine, valable pour l'univers aussi. À chaque instant, nous créons l'univers. À chaque instant, nous créons l'univers. On a beau dire le Big Bang et tout ça, mais ma situation, c'est que le Big Bang n'existe pas. On crée l'univers à chaque instant. Nous sommes dans un hologramme, un jeu holographique. Et justement, comment se fait-il, moi c'est une question que je me pose, comment se fait-il que, puisque ce sont... Pardon. Comment se fait-il, puisque c'est une question que je me pose, puisque nous créons, c'est nos croyances qui fait que l'univers existe. Comment se fait-il que nous ayons tous la même croyance pour voir le même univers tous? Parce que c'est dans le subconscient cosmique, l'archonte a modifié les programmes, qui fait qu'en interférence avec notre cerveau, eh bien, on projette l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que l'archonte, l'enfer n'est pas ailleurs que sur Terre. Nous sommes en train, à travers la manipulation de notre conscience et de notre perception, en train de construire le bas astral sur Terre. Voilà, il nous met sur une émission de télé particulière. Voilà. Et c'est très difficile à comprendre pour des personnes qui découvrent ça. C'est un vrai délire pour eux. Mais là, je sais, je pense que la plupart ont compris qu'il faut aussi arrêter de penser
voilà, qu'on est responsable. Voyez, quand on a un bourreau, la victime dit je suis responsable, si je l'ai attiré, je dois travailler là-dessus, etc. Là aussi, on est dans notre triangulaire bourreau-victime-sauveur. Il faut sortir de ce truc-là. Non, il y a une ambiguïté entre le fait de dire responsable. Oui, vous pouvez, par votre travail du ici maintenant, émotionnel, physique et mental, oui, vous êtes responsable de ce que vous pouvez maîtriser à court terme, à moyen terme, de votre vie, à 50%. D'autres choses, vous ne pouvez pas les saisir, mais là, oui, vous êtes responsable, ici et maintenant, de savoir si vous voulez choisir une vie d'éveil ou d'endormi. Par contre, de porter la culpabilité à la masse humaine, de leur dire que quelque part c'est votre faute, voilà, c'est votre faute si tout ça existe, parce que vous créez. On utilise une loi qui est vraie à finalité de manipulation. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. La matrice et la distorsion, c'est exactement ça. Elle utilise des choses qui sont vraies pour les détourner et nous manipuler. Donc, et nous manipuler comment? C'est que quelque part, elle utilise notre créativité et cette capacité de créer notre vie en nous conduisant là où on ne veut pas aller et pourtant on y va. Un grand pas. Ok. Bon. Il n'y a plus de questions? Ok. On a fait le tour de tous les sujets existentiels. Alors. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour ce débat. Hein, Marc? Merci à toi. Merci à toi. C'était très intéressant. C'est enregistré, il n'y a pas de problème.